Alors nous nous sommes quittés hier sur certaines difficultés que l'on peut rencontrer sur le plan social ou comportemental, malgré le fait que on peut être dans la spiritualité pendant de nombreuses années et peut-être même avoir réalisé un certain nombre de choses. Et c'est pas pour autant que on est complètement transformé sur le plan des relations sociales ou comportementales. Pourquoi? Parce qu'on a des résidus. On a la même question avec le karma. Si on laisse se développer, enfin la métaphore habituelle, c'est que si on laisse se développer des orties dans notre jardin, et même si on part 2 mois dans les Himalayas avec des maîtres et des enseignements, ce n'est pas pour autant que l'on ne retrouvera pas des orties dans notre jardin en revenant. Et là, c'est pas la peine de dire je n'ai pas de chance, puisque c'est simplement un résidu du karma. Pourquoi? Parce que les habitudes restent. On est des phénomènes, enfin ce qu'on appelle le corps humain, sur le plan biologique et psychologique, c'est essentiellement un phénomène d'habitude. On pense qu'il y a une continuité, mais en réalité, c'est des habitudes que l'on transmet d'instant en instant. Et le mot que je cherchais hier, c'est inertie. Voilà, inertie. On peut avoir du changement, on peut avoir des réalisations, mais il y a quand même une inertie qui se manifeste. D'où la question, ce qu'on appelle la voie immédiate du zen a-t-elle un sens? Est-ce qu'il y a vraiment une immédiateté? La question ne se poserait pas s'il n'y avait pas ces inerties psychologiques. Donc c'est un point de vue qui mérite d'être éclairci concernant ce qu'on appelle la voie immédiate. La voie immédiate du zen, par exemple, du dzogchen, ou ce qu'on a appelé la non-dualité radicale, par rapport à d'autres approches dites progressives, comme dans le bouddhisme classique, avec les 4 nobles vérités, etc. Y a-t-il vraiment une voie immédiate qui se démarque? Et on a déjà cité la métaphore dans la tradition tibétaine, on a utilisé la métaphore du trou. C'est comme si on marche sur un chemin tous les matins, et sur ce chemin, il y a un trou. Voilà. Mais comme on regarde son téléphone portable, sans trop faire attention, on tombe dans le trou. C'est un trou qui a été peut-être ouvert par les égoutiers. Voilà, on tombe dans le trou, donc on se relève, on remonte et on poursuit notre chemin. Mais le lendemain, malgré cette alarme, au même moment, en regardant notre téléphone portable, on retombe dans le trou. Voilà. Et puis le troisième jour, encore, de la même façon, on retombe dans le trou parce que les inerties psychologiques dont je parlais sont plus fortes. C'est elles qui nous manipulent. Ce sont ce que Piaget en psychologie appelait les habituations. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, les choses se passent automatiquement au niveau du cervelet. Et c'est pour ça qu'on est capable de conduire sa voiture tout en regardant son téléphone portable. D'ailleurs, de la même façon, parce qu'il y a des automatismes qui se sont développés. Donc voilà le problème. Car si même l'approche du zen met l'accent sur l'immédiateté,
bien même comme ça, on y pratique quand même la méditation, la discipline et l'attention quotidienne avant et après la réalisation. Même s'il y a réalisation, ça ne veut pas dire qu'on quitte tout. En fait, on continue, on reste dans cet écosystème zen, cet écosystème spirituel de la nature de l'esprit. On s'appuie sur des enseignements et des lignées de maîtres et l'on met l'accent sur l'effort et la persévérance pour transcender l'ego et réaliser que tout effort est inutile. Mais il ne serait pas exact de s'en tenir à l'idée d'une voie immédiate, manichéenne, de tout ou rien, comme s'il y avait un avant et un après définitif. Et dans le message de la non-dualité radicale, le principe est le même. On arrive à l'évidence que personne ne réalise et qu'il n'y a rien à réaliser, il n'y a rien à atteindre, aucun chemin à parcourir, aucun ego à transcender. On est content et on pense qu'on est arrivé au bout du chemin, mais ce n'est pas pour autant que la chose est enregistrée par le corps ou l'esprit, parce que eux ont toujours leurs besoins et leurs habitudes. Reconnaître les choses est une chose, pourrait-on dire, mais le vivre en est une autre. C'est comme quand on change de régime pour maigrir, on lit des livres, on a tout compris, on est très heureux, mais quand il faut passer à la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Parce que lui, le corps, il a toujours des besoins, il a toujours son inertie. Donc ça ne marche pas. Il faut admettre une période d'habituation. Et qui dit période dit progression dans cette nouvelle perspective. Les habitudes alimentaires, on peut les acquérir progressivement, avec des habitudes nouvelles à chaque repas. De la même façon, pour ce qui est du zen, on reste dans cet écosystème du zen et progressivement, on va se laisser imprégner par l'écosystème. Et donc, il y a peut-être une immédiateté dans la réalisation, mais elle n'est pas définitive et installée du jour au lendemain et une fois pour toutes. Les besoins, les colères, les joies, les dépressions sont toujours là, dès qu'on relâche l'attention. Il faut donc, à force d'écoute et d'ouverture, laisser cette réalisation, fragile au départ, la laisser se manifester. Elle va se manifester de nouveau parce qu'on va lui donner la possibilité et l'ouverture de se manifester, et elle va se manifester de plus en plus facilement. C'est donc en multipliant cette réalisation, c'est-à-dire ce retour à la normale, à la vacuité, de plus en plus fréquemment, que la réalité finit par s'installer et prendre le dessus sur l'imaginaire. Pour le moment, on vit dans l'imaginaire. Et puis à un moment, on réalise que c'est imaginaire, donc on se détache de l'imaginaire et il ne nous intéresse plus, mais l'inertie psychologique fait qu'on n'en est pas débarrassé. Donc il y a une forme de progression, non plus cette fois dans la recherche, mais dans la fréquence. C'est dans la fréquence, dans la répétition, que le réel s'installe.
jusqu'à ce qu'il devienne le normal, jusqu'à ce que le fictif devienne spécial. Par conséquent, même les voies dites sans effort nécessitent de la constance, au moins. Donc même les voies dites sans effort, immédiates, nécessitent d'être stabilisées. C'est-à-dire qu'il faut installer cette réalisation qu'il n'y a rien à installer, paradoxalement. Il faut installer cette compréhension qu'il n'y a rien à installer, qu'il n'y a rien à installer. Et donc de ce point de vue, on pourrait qualifier le zen de progressif. En tout cas, certains pourraient le faire. Car même si le but ultime est au-delà des concepts, on commence par des enseignements de base comme la posture, la respiration, la concentration. Puis on attaque une compréhension plus subtile et plus profonde avec les koans. On comprend ce qu'est la vacuité et la nature de l'esprit. Et ce processus, qui est graduel, aide à dissoudre les illusions et à approfondir la pratique. Même si l'éveil peut être soudain, le chemin pour y arriver peut être vu comme un entraînement progressif. C'est d'ailleurs pas, le mot entraînement d'ailleurs n'est pas approprié, c'est plutôt qu'on va faire le lit, qu'on va faire l'endroit idéal pour que cette réalisation se fasse d'elle-même. N'oublions pas que c'est notre état normal, celui qui est le nôtre de base. Mais il y a quand même une forme de travail pour que l'esprit qui accueille cette réalisation soit débarrassé de ce qui l'encombre. C'est ce qu'on disait hier. Dans le Zen Rinzai, par exemple, les koans servent souvent de catalyseur pour provoquer une percée soudaine de compréhension. Ce qu'on appelait hier un saut dans la perception de la réalité. Un saut, S-A-U-T, en anglais a leap. Cependant, même cette approche reconnaît une forme de progression. Parce que dans le Zen Rinzai, on propose aux pratiquants toute une série de koans. Et cette série de koans sont classés du plus facile au plus difficile. Il y en a comme ça, je crois, dans les séries classiques, aux environs de 250, me semble-t-il, sauf erreur de ma part. Et chaque koan affine progressivement la compréhension de l'étudiant. Et ainsi, même si l'éveil semble soudain, il est souvent précédé par une maturation progressive de l'esprit et de la perception. Moins l'esprit est encombré, autrement dit, et plus il lui est facile de réaliser. Autrement dit, s'il y a pratique et étude dans le zen, c'est pour dépoussiérer le miroir. Si on reprend la métaphore d'hier, ce qui demande une sorte de mise en condition. Il est vrai qu'il est difficile de concevoir une dissipation
progressive d'une illusion. Parce qu'une illusion, tant qu'elle n'est pas vue comme une illusion, reste une illusion. Tant qu'elle est crue comme réelle, elle fonctionne comme une réalité pour celui qui la vit. Mais une illusion n'est pas seulement une croyance intellectuelle, on parle bien de croyance puisqu'il y a illusion, elle est aussi une façon globale, entière, de percevoir et de réagir. Même si on entrevoit que le moi, l'ego, est une construction mentale, le corps continue, le corps-esprit continue souvent à fonctionner comme si ce moi existait. Même si on a vu qu'il n'existait pas, le corps continue à fonctionner comme si ce moi existait. C'est une sorte de corps fantôme, en quelque sorte. Comme quand on coupe un bras, on a toujours ce qu'on appelle un membre fantôme. Ce fonctionnement automatique met du temps à se dissiper. On peut donc dire que ce n'est pas l'illusion elle-même qui est à moitié vraie, parce qu'il reste ses résidus, ou partiellement vraie, parce qu'en fait elle est entièrement fausse, cette illusion du moi, mais c'est l'adhérence, le problème c'est l'adhérence à cette illusion. On n'a pas complètement détaché, ça colle. Et c'est cette adhérence qui progressivement est relâchée progressivement. Alors j'aime pas le terme détaché, parce qu'il suppose qu'il y a une volonté de détachement, alors que là, elle va se relâcher parce qu'elle n'est plus intéressante. L'imaginaire n'est plus vu comme intéressant. On s'en sépare comme une vieille chaussette. Ce n'est pas l'illusion qui se dissipe en morceaux, c'est notre attachement à elle, à cette illusion, qui s'effrite, qui disparaît parce qu'elle ne nous intéresse plus. Il y a toujours le miroir, qui est pur, absolument pur, lui, mais on ne le voit pas tant que la poussière à sa surface n'a pas disparu, ou qu'on n'a pas soufflé dessus. Donc pour conclure, même si on appelle le zen, même si on dit que le zen fait partie des voies immédiates, sa pratique implique malgré tout une discipline pour stabiliser la réalisation. Même chose dans la non-dualité radicale de Tony Parsons. Même chose, même s'il insiste sur le fait que toute pratique ou effort est inutile, futile. Même dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un besoin de l'entendre et de le réentendre, de réentendre son message pour que l'esprit fasse place au vide. Et l'esprit qui n'est pas vide de concepts, de problèmes, de soucis, ne peut pas comprendre. Donc, même l'idée de Tony Parsons de ne rien faire peut impliquer une forme de pratique indirecte, comme cette exposition répétée
à son message.